Il est 21h45 à Paris, 20h45 à Ouagadougou. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une du Journal de l'Afrique ce soir, les résultats de l'élection présidentielle en Sierra Leone. Sans surprise, le leader du parti d'opposition, Julius Maada Bio, est en tête du premier tour, talonné par le candidat du parti au pouvoir, Samura Camara. Des résultats très serrés et un second tour annoncé pour le 27 mars. Le Burkina Faso, moins de 15 jours après la double attaque qui a frappé Ouagadougou, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Rémy Dangino, est avec nous sur ce plateau. Il sera question bien évidemment de terrorisme et de sécurité. Il répondra à nos questions dans un instant. Pour finir, je vous propose un voyage en train de Kai à Bamako. 492 km, 18 heures de trajet. Pourtant, ils sont nombreux à le prendre. Il est le seul train de voyageurs du Mali. Le trafic avait été interrompu pendant 15 mois, faute de rentabilité. Il a repris en décembre dernier. Reportage à la fin de ce journal. La date a donc été fixée au 27 mars prochain. Les Sierra-Léonais vont sans surprise devoir choisir entre le candidat du parti au pouvoir, Samura Camara, et celui du principal parti d'opposition, Julius Maada Bio. Ils sont arrivés en tête du premier tour. Le scrutin s'annonce très serré. Les réactions après l'annonce des résultats avec Nicolas Germain. La commission électorale a annoncé que les représentants des deux partis qui ont gouverné la Sierra Leone depuis son indépendance seront donc encore une fois au second tour. L'opposant Julius Maada Bio du SLPP obtient 43,3% des voix. Samura Camara du parti au pouvoir, l'APC, est juste derrière avec 42,7% des suffrages. Devant les quartiers généraux des deux formations, on se prépare déjà pour le second tour qui aura lieu le 27 mars. On demande à tous les Sierra-Léonais qui sont membres de l'APC de se préparer à la bataille du second tour. Ce n'est pas une question de région ou d'ethnie, c'est le développement du pays qui est en jeu. On a gagné, mais ils nous disent qu'il faut un second tour et que Camara va gagner. Mais on ne l'acceptera pas. C'est notre chef, Maada Bio, qui va nous diriger. Julius Maada Bio a 53 ans. Il est connu pour son langage direct. Il a qualifié les projets chinois en Sierra Leone d'imposture. Samura Camara, lui, a 66 ans. Cet ancien ministre était peu connu du grand public avant que le président sortant, Ernest Bai Koroma, ne le désigne comme candidat de l'APC. Kandé Yumkela devait être la star montante de la vie politique sierra-léonaise, mais il est arrivé en 3e position avec seulement 6,9% des voix. Yumkela n'a pas encore dit qui il allait soutenir pour le second tour. On en vient au Burkina Faso. Cela fait moins de 15 jours que la capitale Ouagadougou a été frappée par un double attentat visant le chef d'état-major des forces burkinabées et l'ambassade de France. Le bilan est de 8 morts du côté des forces de l'ordre et au moins 80 blessés. Comme promis, nous recevons sur ce plateau Rémy Dangino, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, où en est l'enquête ? Alors, vous savez bien que ce domaine-là est réservé donc à l'action judiciaire. Lorsque les événements sont intervenus au niveau de l'état-major burkinabé et de l'ambassade de France, donc il y a eu une enquête dirigée par Madame le procureur Sérémy, donc qui a entamé son travail avec aussi notamment parce que la France s'est sentie visée des procureurs français qui ont dépêché des enquêteurs à ce niveau-là. L'enquête donc suit son cours. Madame a fait un certain nombre de révélations, notamment sur les personnes qui ont été interpellées, sur le mode d'opération qui a été mis en place, sur la nature même de certains actes qui ont été posés, notamment le fait que sur l'état-major, ça a été un engin explosif, un véhicule qui a sauté. Sur l'ambassade de France, ça a été des terroristes armés qui ont tiré. Donc il y a un processus judiciaire qui suit son cours et sur lequel je n'ai pas beaucoup de choses à dire, à part qu'il y ait des interpellations, que les chiffres n'ont pas bougé à cette date-là, que la majorité des blessés aujourd'hui ont occasionné leur domicile et qu'il y a un certain nombre qui sont restés encore sous soins au niveau des hôpitaux. Voilà ce qui peut être dit sur cette question. Alors, le Burkina Faso est-il devenu, comme le disent certains, le maillon faible de la région depuis le changement de régime et cette transition? Est-ce que cette transition a rendu le pays un peu plus vulnérable face aux djihadistes? La première chose qu'il faut dire, c'est que le Burkina Faso est la digue qui protège en fait toute une partie de l'Afrique de l'Ouest de l'action terroriste.
je crois que c'est l'un des pays qui réagit le mieux et qui se prépare le mieux à cette question-là. Parce que lorsque l'on voit ce qui s'est passé durant les dernières années, il n'y a pas eu de sécurité, de politique de lutte contre le terrorisme. Il n'y a pas eu... Le pays est quand même régulièrement visé. La situation dans le Nord est aussi assez critique. Et c'est pour ça, madame, je dis qu'on est la digue. Pendant des années, vous avez eu un système qui n'a pas mis en place de sécurité, qui a plutôt pactisé, voire dealé, entre guillemets, avec les acteurs de l'action terroriste. Et vous avez donc aujourd'hui un gouvernement, un chef d'État qui est élu sur des valeurs démocratiques et qui dit « mon pays ne fonctionne pas comme ça ». Et aujourd'hui donc, le Burkina en fait paye le prix de la rupture de cette alliance-là. Deuxièmement, vous avez une réalité dans les pays de la sous-région. Et aujourd'hui, si un pays comme le Burkina Faso tombe dans le terrorisme, c'est en fait toute la partie côtière de l'Afrique qui tombe. Nous sommes un peu le verrou de cette zone-là. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits depuis ces 2 dernières années en termes de redéploiement des hommes, en termes d'équipement des hommes, avec notamment toute une loi de programmation militaire qui permet à notre armée de monter petit à petit, mais d'assurer cette intégrité-là. Justement, on sait que, par exemple, pour ceux qui connaissent Ouagadougou, que les mesures de sécurité ont été considérablement renforcées. Et malgré tout, il y a des attaques. N'y a-t-il pas tout de même des failles dans la sécurité? Après, s'il y a une attaque, forcément, il faut en tirer les conclusions. Et dire que tout a été parfait ne serait pas quelque chose de judicieux même pour notre sécurité. J'aimerais simplement rappeler un peu la situation de cet état-major dont on parle beaucoup. C'est une situation qui fait que vous aviez pendant longtemps, parce que la nature des défenses et des attaques n'étaient pas les mêmes, un état-major qui était contigu avec un ministère de la Défense, qui était au centre-ville. Lorsque le régime Compaoré est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déplacé le ministère de la Défense à côté de lui et il n'y avait pas d'état-major. Il a construit une garnison militaire pour sa sécurité. Alors, ce qui est évident aujourd'hui, c'est que les acteurs en tirent les conséquences pour qu'effectivement cette situation ne se reproduise pas. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut voir dans cette action répétée de façon systématique et en visant principalement Ouagadougou, parce que dans le Nord, c'est du harcèlement, mais c'est normal parce que vous avez des frontières poreuses. Avec le Mali. Le Mali, les gens y vont et ils reviennent. En visant Ouagadougou, spécialement, c'est pour saper un peu les efforts qui sont en cause en termes de reconstruction, en termes de définition d'une vraie démocratie, en termes de participation des populations à cet espace-là. Alors, vous avez évoqué le régime de Blaise Compaoré. Les anciens du régime sont-ils impliqués dans ces attaques répétées ? Vous savez, la justice va se prononcer sur ça. Mais le ministre, votre collègue, le ministre de la Sécurité, l'a dit, qu'il y avait probablement des liens. Oui, mais la justice va préciser s'il y a ces liens-là et à quel niveau ils sont. Madame Maïssa Sérémé a dit qu'un certain nombre d'acteurs, notamment militaires, ont été interpellés. Donc, ils vont préciser exactement à quel niveau d'intervention ils sont. Mais ce qui est certain, c'est que la proximité de ces attaques-là, avec notamment la justice qui est en cours, notamment concernant le général Djendjere et le général Bassoulé, la nature même des revendications. Parce que vous savez que pour la première fois, vous avez des gens qui vous disent « Nous avons attaqué un pays parce qu'il n'a pas accepté d'être neutre ». Parce qu'il a changé sa façon de travailler avec nous. Donc je pense que tout cela laisse à croire qu'effectivement, il peut y avoir des liens avec les acteurs de l'ancien régime Compaoré. Alors il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais on va quand même aborder une question, celle du G5 Sahel. On sait que le ministre français de l'Intérieur est en déplacement en Algérie puis au Niger ces prochains jours. On parle beaucoup de ce G5 Sahel, mais on ne voit pas les résultats. Où en est-on ? Je pense qu'il y a eu toute une phase de mise en place avec un état-major. Il y a eu la recherche de la question du financement qui aujourd'hui est acquis. Il faut maintenant mettre à disposition de ces États-là qui connaissent le territoire, qui connaissent les espaces, la réalité. Mais vous savez, le G5 Sahel, c'est un être humain. Vous avez un être humain qui a 2 pieds et on marche sur les 2 pieds. Donc le Burkina assure sa sécurité à l'intérieur. Les questions, notamment frontalières, vont être réglées par le G5 Sahel pour éviter justement qu'il y ait ces mouvements de population et cette porosité-là. Mais le Burkina fonctionne sur 2 pieds. Nous travaillons à ce que notre sécurité intérieure soit le plus proche, le plus rapproché possible de nos intérêts et de besoins de sécurisation des investissements. Et pour le reste, je pense que le G5 Sahel fera le travail qui est un travail mitoyen, un travail collectif, un travail nécessaire entre les pays que sont naturellement ces pays, le Mali, le Niger le Mali, le Niger, le Burkina. Merci beaucoup Rémi Dandjinou, donc ministre de la Communication du Burkina Faso et porte-parole du gouvernement. Merci infiniment. Merci madame.
En Guinée, un jeune homme a été tué ce mercredi à Conakry lors d'une nouvelle manifestation de l'opposition qui conteste les résultats des élections locales du 4 février dernier, officiellement remportées par le parti du président Alpha Condé. Par ailleurs, la journée a été marquée par la fin inattendue du mouvement de grève des enseignants. Il dure depuis plus d'un mois. Enseignants et gouvernement sont tombés d'accord. Notre envoyé spécial Sarah Sako vous en dit plus. À la surprise générale, le gouvernement et le SLEG, le syndicat qui a mené cette grève, sont parvenus à un protocole d'accord mardi soir et la grève a été suspendue. Sous la pression sociale, le gouvernement a consenti à une revalorisation des salaires dans l'éducation. Les principaux responsables syndicaux assurent donc que les enseignants et leurs élèves vont bientôt reprendre le chemin de l'école dans les prochains jours après près de 5 semaines d'arrêt. Après le ouf de soulagement de la population qui avait fini par être excédée par cette situation, les Guinéens se demandent aujourd'hui comment cette revalorisation va être financée, puisque le gouvernement avait expliqué à de nombreuses reprises qu'il n'en avait pas les moyens. Écoutez à ce sujet le ministre du Budget. Je vous le dis carrément, c'est une solution qui nous pousse à aller au-delà de nos limites financières, de la présidence jusqu'à d'abord tous les départements ministériels. Il va y avoir des coupes. Ça, c'est une chose. L'autre chose aussi, nous allons revoir les différents secteurs où l'État subventionne, notamment le secteur de l'électricité. Il va falloir que nous fassions des coupes. Malheureusement, ça pourrait entraîner, malheureusement, je dis bien, ça pourrait entraîner des coupures d'électricité par-ci ou par-là. Et puis, ça peut nous pousser aussi à revoir le prix du carburant. Si sur le front social, les tensions semblent retomber, la crise post-électorale est-elle toujours de mise? L'opposition conteste les résultats du scrutin des municipales du 4 février dernier. Aujourd'hui, elle avait appelé à la mobilisation. Des manifestations sporadiques ont éclaté dans quelques quartiers de Conakry, la capitale. Pour finir, je vous emmène à bord du train qui relie Bamako à Kayes. Une ligne, vous allez le voir, très fréquentée. Il s'agit du seul train de voyageurs du Mali et il est de nouveau sur les rails après 15 mois d'interruption du trafic. Ce train mythique est essentiel pour la région de Kayes. Il est pourtant menacé. Certains se battent pour qu'il soit maintenu et pour qu'il aille jusqu'à Dakar comme avant. Un reportage signé Christelle Pire. Son billet en main, Fatoumata se dépêche sur les quais de la gare de Bamako. Car ici, le train part à l'heure et malgré les 18 heures de trajet, cette habitante de Kayes le juge plus confortable pour ses voyages. Le train a beaucoup d'avantages. On peut acheter des fruits frais, des pommes de terre, des cadeaux pour les enfants. Et c'est moins cher que le bus. Avec les véhicules, on ne peut pas transporter de marchandises. C'est trop cher. Les 492 km de rails entre Bamako et Kayes sont essentiels pour une vingtaine de villages enclavés où les voitures ne peuvent pas accéder. À Togoto, ici, 90% des familles sont des séminots. Quand il n'y a pas de train, à Togoto, il n'y a même pas de vie. Sans le train, on ne sait même pas quoi faire. C'est le moteur de l'économie à Togoto ici. Le train convoie les marchandises et les habitants. Plus de 400 voyageurs s'entassent dans les voitures bondées et c'est autant de clients à chaque arrêt. À chaque fois que le train passe, si tout se passe bien, je peux gagner l'équivalent de 15 €. Mais sans le train, je ne peux pas gagner cela. Mais la crainte des habitants, c'est que le train de voyageurs ne s'arrête de nouveau. Il n'y a qu'une seule locomotive qui date de 1987. Les pannes sont nombreuses et le train ne peut passer que 2 fois par semaine. Pas question d'aller jusqu'à Dakar, trop loin et trop long, car les rails sont en très mauvais état. De Togoto à Kayes, c'est l'enfer. Ça, il faut le dire, c'est l'enfer total. C'est du 30 à l'heure. La vitesse réglementaire, c'était de 75 à 80. En juin dernier, le gouvernement avait promis une aide financière de 4,5 milliards de francs CFA. Une aide qui n'a toujours pas été débloquée. Les cheminots, eux, n'ont pas reçu de salaire depuis 5 mois. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Dans quelques instants, vous retrouvez Nabia Makloufi pour la suite de Paris Direct.